Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 38e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux nouvelles de Jean-Pierre Sombrin. Né en 1946 à Paris, Jean-Pierre Sombrin vit à Périgueux depuis les années 1980. Après une carrière de professeur d'éducation physique puis de formateur à l'IUFM, il s'est mis à l'écriture de nouvelles dans les années 2010, contaminé par son épouse Martine Sombrin-Ténière, dont nous avons pu savourer la plume dans cette même émission. Cette passion récente s'est avérée fructueuse car Jean-Pierre Sombrin a été lauréat de plusieurs concours de nouvelles. C'est le cas des deux textes que je vais vous interpréter aujourd'hui, La Dame du Kordofan et Le merveilleux voyage de Mourad. Bonne écoute. La Dame du Kordofan. À l'aube de mes 20 ans, cloîtré dans cette rotonde glaciale depuis plusieurs semaines, affaibli par la maladie, je passe le plus clair de mon temps alité. Au fil des jours, mes dernières forces iront s'amenuisant, et ce ne sont pas les sollicitudes de mes proches qui pourront influer sur mon inéluctable fin. Après avoir connu la gloire, j'allais tomber dans l'indifférence et l'oubli. J'allais partir, l'âme en paix, sans regret, avec l'insigne honneur d'avoir été admiré, célébré, adulé. Les images de cette vie hors norme se bousculent dans ma tête, tant il m'est difficile d'y entrevoir un déroulement ordonné. Je pars le regard noyé dans les yeux embrumés de mon fidèle compagnon Attire. Je vivais une petite enfance heureuse et paisible au sein des miens sur ces terres désertiques de l'Est africain, lorsqu'un jour, des étrangers vinrent m'arracher à ma terre natale pour une destination inconnue. Le vif chagrin que j'éprouvais en cet instant fut en partie tempéré par la présence de mon ami fidèle. Nous allions entreprendre un interminable voyage au travers de ces vastes étendues arides en longeant le Nil de sa source à son delta. Immergé dans Alexandrie, mégapole foisonnante de vie, je fus saisi d'un profond vertige. Cette effervescence avait de quoi m'effrayer. Moi qui n'avais connu que la quiétude et la langueur d'une vie sédentaire sur les plateaux du Kordofan. Il nous fallut patienter plusieurs jours avant la visite d'inconnus issus d'un autre monde, à en juger par la pâleur de leurs visages et par leurs accoutrements des plus improbables. Je fus apaisé par mon compagnon qui m'assura qu'il serait toujours à mes côtés, quoi qu'il arrivât. Après d'interminables palabres, l'affaire conclue, je compris que nous allions voguer vers d'autres cieux. Je fis contre mauvaise fortune bon cœur. Voir les hommes s'affairer sur ce galion amarré le long du quai m'inspira la plus grande méfiance. Serait-ce à mon intention que des charpentiers s'activaient sur l'embarcation ? Une partie du pont fut démontée afin d'agrandir l'espace d'évolution à bord de cet étrange équipage. Les caresses apaisantes d'Attire me firent supporter cette longue attente. On m'invita à prendre place à l'intérieur du bâtiment en ayant toujours le souci de préserver mon confort. Quel émerveillement que de découvrir ce grand 3-mâts aux voiles bordées, prêt à appareiller pour cette jeune Africaine qui n'avait connu que les felouques du Nil. La croisière me sembla interminable malgré les gestes attentionnés de tous ces gens. Après plusieurs jours de mer, dans des conditions souvent inconfortables, nous allions aborder une nouvelle terre. La ville, au fait de notre arrivée, était dans un état de fébrilité palpable. Je voyais bien qu'une entreprise hors du commun allait prendre forme. Des personnages haut placés, à en croire les signes de déférence qu'on leur manifestait, s'affairaient autour d'animaux dont la présence m'interpella. 3 vaches, 2 mouflons et une antilope allaient visiblement faire partie de l'aventure. Le maître d'œuvre gérait les préparatifs avec maestria. Cette opération avait tout l'air d'une mission de la plus haute importance.
Le convoi allait s'ébranler et quitter la cité phocéenne sous les acclamations d'une foule qui portait sur ma personne une admiration singulière. Le leader de l'expédition prit la tête du cortège. À ses côtés, un accompagnateur assigné à la surveillance de l'agent animal, 2 chambellans fidèles serviteurs affectés à mon service et 3 cavaliers en tenue militaire chargés d'assurer la sécurité. Cette fébrilité m'inspirait les plus vives inquiétudes, si ce n'était la présence rassurante d'Atyr, mon fidèle compagnon. Nous partîmes sous une pluie battante, ovationnés par la population. Nous marchâmes toute la journée, traversant villes et villages où la chaleur de l'accueil ne faiblissait pas. Cet engouement dépassait mon entendement. Pourquoi une telle ferveur pour ce cortège, certes incongru, déambulant dans nos campagnes? Il ne me fallut guère de temps pour réaliser que j'en étais l'objet. En effet, au fil des jours, les attroupements se faisaient de plus en plus nombreux. Leur sollicitude demeurait un mystère à mes yeux. Qu'avais-je donc de si remarquable? Les étapes avaient été programmées par le leader de l'expédition. La vingtaine de kilomètres journalières convenaient aux capacités de chacun. En cours de route, les pauses, autant que de besoin, ne manquaient pas de ressourcer les participants. Nos amis les bêtes assuraient le ravitaillement journalier en lait dont j'étais spécialement friande. C'était plaisir à voir tout ce beau monde s'affairer matin et soir auprès des mamelles de ces demoiselles qui se prêtaient de bonne grâce à ces caresses. Tout un rituel se mit alors en place pour le bonheur de tous. En fait, une entreprise bien rodée. À Aix, je m'autorisais quelques familiarités en me servant dans les jardinières au balcon des habitations, aux grandes dames des animaux du groupe, bien en mal de pouvoir les atteindre. Les résidents ne s'en offusquèrent nullement, subjugués qu'ils étaient par la réalité de ma présence. Mes fidèles compagnons m'en avaient déjà fait le reproche. Malgré les résolutions de me soustraire à ce travers, le naturel reprenait très vite le dessus, tant mon penchant pour les fleurs était irrépressible. Ils m'enviaient d'accéder à ces délices inaccessibles pour eux, et c'est par pure solidarité qu'il m'arrivait de leur en servir une part. L'étape de Lyon fut des plus mémorables. Le convoi abordait la place Bellecour, où nous devions bivouaquer, quand je fus saisi d'un vent de panique. Face à cette esplanade submergée par une foule en liesse, je perdis tout contrôle. Des groupes d'enfants entreprirent une farandole en proférant des cris assourdissants. Effrayé, je me libérai de l'étreinte de mes proches et entrepris une course folle, déclenchant alors des scènes de panique. Il en fut ainsi pour l'antilope et le mouflon qui, emboîtant mes pas, m'accompagnèrent dans cette échappée délirante. S'ensuivit une débandade généralisée sous des hurlements qui ne firent qu'accentuer mon affolement. L'on tenta bien de me calmer, en vain. Ceux qui s'y risquèrent en furent pour leurs frais, certains bousculés, heurtés, culbutés, entraînés dans des chutes dont les conséquences se limitèrent à quelques ecchymoses. Après de longues minutes, à bout de force, je consentis à rendre les armes. Je fus profondément meurtri par cet épisode, confuse et affectée auprès de mes compagnons tant attentionnés. Cette expédition partie de la côte méditerranéenne à l'assaut de la capitale allait remémorer chez certains un célèbre événement de notre histoire. 50 ans plus tôt, au cours duquel l'empereur, accompagné de fidèles de plus en plus nombreux, chemin faisant, avait tenté de reconquérir Paris. L'accueil était tout autant chaleureux, enthousiaste, passionné au fil des jours qui voyaient l'affluence des admirateurs grandissante. Le voyage se déroulait sans encombre malgré son lot de petits incidents qui n'entamaient en rien le moral des troupes. Les rituels étaient bien établis. Chacun assumait son poste avec sérieux, trop fier d'avoir été sollicité pour cette belle aventure. Je m'étais bien intégré au groupe et avais lié des relations d'amitié avec certains sous le regard toujours vigilant d'Atyr, trop soucieux d'asseoir sa primauté. L'intendant se suivait à merveille, sans l'ombre d'une faille. Les impondérables étaient dans l'heure pris en charge et réglés par les autochtones au-delà de toute attente. Les lieux d'hébergement, toujours adaptés aux besoins, étaient à la hauteur, si vous pouvez me passer l'expression.
Une opportunité s'offrit à l'équipée alors qu'on abordait la 4e semaine. On nous proposa de poursuivre une partie du périple par voie d'eau. Non point que les participants fussent épuisés par ce voyage, mais plutôt comme une envie de rompre la monotonie des marches journalières. Il fut alors décidé d'embarquer sur ce canal entre Lyon et Mâcon. L'on affréta une embarcation en réalisant quelques travaux nécessaires au confort de tous et plus particulièrement au bien-être de ma personne. Nous nous apprêtions à larguer les amarres quand l'un des gardes évoqua le passage des 15 ponts du parcours. Un détail, me direz-vous ? En la circonstance, cela pouvait tout bonnement remettre en cause l'étape fluviale. Loin de tout un chacun l'idée de renoncer à cette aubaine, après concertation, on opta pour l'unique solution qui s'offrait au capitaine. Débarquer avant et rembarquer après chacun de ces obstacles. La dernière partie du voyage se déroula sans entrave. Les habitudes étaient bien installées, le rôle de chacun assumé, une coopération sans faille. Un réel tour de force pour une entreprise à nul autre pareille qui allait marquer durablement les esprits. Au 41e jour, la capitale était en vue. Une foule, de plus en plus dense et démonstrative, nous accompagna au travers des rues jusqu'à destination. Les chroniqueurs de presse rapportaient dans les quotidiens la folie qui s'était emparée du peuple de Paris. De mémoire de journaliste, l'on n'avait jamais connu de tels débordements. Je découvris ma résidence au sein d'un grand parc, sous une immense verrière lumineuse chauffée par le soleil de mai. Sans en tirer gloire, je dois reconnaître à l'évidence que tout ce décorum m'était destiné. Je fus surtout attiré par la variété des essences dont certaines m'étaient familières et qu'il m'aurait été bien tentant d'en apprécier la saveur, si ce n'étaient les rappels à l'ordre de mon compagnon, toujours préoccupé par ma santé. Mon périple n'était pour autant pas terminé. À peine avais-je intégré ma nouvelle résidence qu'il me fallut à nouveau déambuler vers un autre lieu dont j'ignorais le but. Pour l'occasion, Attyr m'avait paré de mes plus beaux atours. Une capeline, frappée des sceaux royaux, avait été conçue à ma taille. Ma chevelure particulièrement soignée était parée d'un diadème rutilant. On avait tout mis en œuvre pour répondre à l'invitation de Sa Majesté, le roi de France Charles X, entouré de la cour royale dans sa résidence de Saint-Cloud. Que me valait cet honneur, moi, simple résidente d'une terre d'Afrique australe ? Ces gens ne tarissaient pas d'éloges, proférant des exclamations d'admiration et autres compliments. Certains, par affection, auraient bien aimé me caresser du bout des doigts, mais mon ami, plus vigilant que jamais, tenait bonne garde, échaudé qu'il était après l'épisode marquant de la place Bellecour. Sa Majesté s'approcha cérémonieusement, 2 grands bouquets de roses dans les bras. Je n'en croyais pas mes yeux. Ma première tentation fut vite réprimée par Attyr au fait de mon penchant pour ces plantes délectables. Prenant les devants, il subtilisa les fleurs. Cette folie collective eut son temps. L'attrait allait s'estomper au fil des mois. Dans mon refuge parisien, les visiteurs se faisaient rares. Des provinciaux, saisissant parfois l'opportunité d'un déplacement dans la capitale, m'approchaient par simple curiosité. Après la liesse des jours heureux, entouré et choyé, je fus confronté à la solitude et à l'abandon, tombant dans l'oubli. Seul mon fidèle ami allait m'accompagner jusqu'au bout de mon existence. Les années défilant, je supportais de plus en plus difficilement les froidures hivernales de cette terre d'exil. Je passais les nuits dans ce grand hall glacial au bout duquel un ridicule poêle à bois tentait en vain de réchauffer l'atmosphère. Mes hôtes m'avaient attribué 2 vaches de compagnie, dont la chaleur animale permit d'assurer à la noble dame que j'étais devenue le confort dû à son rang. Les nuits de grand froid, nous n'hésitions pas à nous blottir les unes contre les autres. J'étais reconnaissante à mon protecteur, toujours à l'écoute du moindre de mes besoins. Sa sollicitude à mon égard n'avait d'égal que sa disponibilité. Il était toujours à l'affût de la moindre de mes attentes, prompt à intervenir pour me satisfaire.
Sa première préoccupation était de veiller à ma présentation, quelles qu'en furent les circonstances. Pour ce faire, il passait de longues heures à me brosser en tous sens avant que de me peigner impeccablement, réajustant ma coiffure au moindre souffle d'air. Cela suscitait pour lui une charge à plein temps, au détriment d'envieux collègues qui trépignaient auprès des instances, indignés par ce favoritisme. L'année de mes 15 ans, on entreprit de me présenter à un congénère italien pour rompre ma solitude, s'il en était. Cette délicate attention ne fut pas suivie d'effet, contrairement au désir d'union qu'aurait tant espéré mon entourage. Après quelques semaines, on dut se rendre à l'évidence. Je n'étais pas disposé à entreprendre une liaison. Je me sentais célibataire dans l'âme. Il ne restait plus au Transalpin qu'à réintégrer sa cité latine. Cette vie d'exilé dans ce grand jardin où je ne manquais de rien, si ce n'était la nostalgie des grands espaces de ma terre natale, allait être ma dernière demeure. Je pensais bien que j'y finirais mes jours, avec à mes côtés mon fidèle compagnon. Telle était ma destinée. Au seuil de mes 20 ans, je contractais une fièvre particulièrement virulente qui allait m'emporter. Moi, Zarafa, la douce, la charmante, première girafe à fouler le sol de France en l'an 1826. Présent royal du vice-roi d'Égypte Mehemet Ali au roi de France Charles X, en gage d'amitié entre les deux souverains. Le merveilleux voyage de Mourad. Comme il enviait ces grands oiseaux aux cris perçants, défilant majestueusement au-dessus de sa tête, 2 fois lents, dans un ciel sans fin. D'où venaient-ils? Où allaient-ils, ces porteurs de rêves? N'avaient-ils pas imaginé de les approcher, de les accompagner jusqu'au bout de leur vol, découvrir d'autres contrées, quitter cette terre de misère, ces hauts plateaux brûlants et arides au climat suffocant, sans espoir, sans avenir, s'abandonner, voguer au gré des vents, portés par les courants, fuir, coûte que coûte. C'était bien là le songe éveillé de Mourad, quand il contemplait, des heures durant, les mains agrippées aux grilles de l'enceinte de la base, ces machines volantes qui, sous ses yeux émerveillés, s'arrachaient rageusement du sol dans un nuage de sable pour se perdre au bout du ciel. Par quel miracle ces tricycles suspendus à une voilure pouvaient-ils ainsi flotter entre ciel et terre, côtoyer cet espace inaccessible, promesse d'évasion, un rêve éveillé que seuls les nantis pouvaient s'offrir? Avec le temps, il s'était fait connaître. Il pouvait approcher puis côtoyer cet autre monde. À force d'observation et d'échanges avec les pilotes, il avait acquis des savoir-faire. La préparation, l'entretien, le contrôle de l'appareil, jusqu'aux théories du vol, n'avaient plus de secret pour lui. Quel ravissement quand on lui proposa de monter à bord de l'une de ces machines. Il aurait été capable d'en maîtriser toutes les manœuvres au moment opportun, sans la moindre hésitation. C'est à regret qu'il n'osa demander au pilote de lui confier un court instant la barre des commandes. Il entrevit alors d'autres horizons. C'était bien là, leur rêve à tous les siens, natifs d'ici et non d'ailleurs, injustice du grand ordonnateur, d'aller explorer d'autres terres. Déjouer la fatalité, rompre avec cette vie de soumission, oser lever le voile du malheur pour entrevoir une autre existence. Combien de tentatives seront vouées à l'échec? Combien d'aventuriers en perdition, attirés par une terre aux attraits mirifiques, ne reverront plus le jour? Où allaient-ils, ces grands V, ondoyant au-dessus de nos têtes, cinglant plein nord à l'orée du printemps? Dès les premières lueurs d'un jour de mars, Mourad, s'étant introduit dans le hangar, entreprit une vérification méticuleuse de l'ULM à la lueur de sa lampe frontale. Le plein de carburant contrôlé,
Il l'amena, tout feux éteints, en bout de piste, prompt au décollage dès le passage des grands oiseaux. La magie allait-elle opérer? Quand il perçut au loin les cris annonciateurs, tous ses sens furent en éveil. Dans quelques secondes apparaîtrait l'avant-garde aux silhouettes étirées en un alignement mouvant. Il n'était plus temps de se laisser distraire. Conscient des risques encourus, tout à sa concentration, Mourad écrasa la pédale d'accélération de sa machine volante qui, après une courte distance, s'éleva comme par enchantement, laissant derrière lui cette terre de peine. Il resta un moment à distance, trop soucieux de ne pas perturber ce bel agencement. Insidieusement, il effectuait des manœuvres d'approche, par petites touches, scrutant leur réaction, attentif au moindre signal. À son grand étonnement, elles semblèrent s'accommoder de sa présence. N'aurait-elle pas déjà vécu cette improbable situation lors d'autres voyages? Pour le moins, leur criaillerie s'en trouva atténuée, parfois même interrompue par des silences ponctués ici et là d'un cri interrogateur de l'une d'entre elles. Leurs longs coups étirés, leurs pattes à la traîne dans un alignement ondulant, leurs ailes caressant l'air en mouvements amples et rythmés, conféraient à ces oiseaux une grâce certaine. Ses compagnes de route semblèrent l'avoir adopté. Il s'aligna alors à l'arrière d'une des branches du grand V et s'en trouva insensiblement intégré. Il se voyait remonter la colonne du fait des décrochements successifs des meneuses qui, après avoir accompli leur part de travail, s'écartaient pour laisser la tête à la suivante et regagner le bout de la file, profitant ainsi de l'aspiration de celle qui la précédait. Ce manège élaboré leur assurait un temps de récupération, d'autant que la répartition des meneuses s'opérait alternativement sur l'une et l'autre branche du V. Il avait fière allure, Mourad, quand il se trouva en tête de l'escadrille. Pour rien au monde il n'eût laissé sa place. L'euphorie du moment, l'ivresse du grand air fouettant son visage lui ôtait tout sens du réel. Il serait bien resté indéfiniment à cette place, si ce n'étaient les manifestations de ses compagnes, dont les cris particulièrement assourdissants s'opposaient à cet abus de pouvoir. Il était temps de rendre la main. Il en convint sans appel en se pliant à la stricte discipline de l'escadrille. On n'entreprend pas une telle expédition sans esprit d'équipe. Après quelques heures de navigation, l'on devait bien admettre que notre héros avait parfaitement réussi son intégration. Le lent défilement des paysages, des zones arides et désertiques vers ces contrées plus humides, mêlant prairies et forêts, avec ses étendues d'eau, avait de quoi subjuguer Mourad. Il éprouva pour la première fois un vent de liberté, l'espérance d'un autre monde, d'une autre vie. Le soleil déclinait en cette fin d'après-midi de mars. La journée avait été éreintante. Les voyageuses, épuisées, allaient devoir se poser. Leur vol plus lourd, les relais écourtés, les cris plus espacés en témoignaient. Elles allaient devoir se poser, refaire le plein d'énergie pour aborder le deuxième jour du voyage dans les meilleures conditions. Un plan d'eau à découvert pourrait être l'endroit idéal pour bivouaquer. La patrouille allait alors rompre son bel agencement, se disperser en une nuée confuse et descendre en large spirale pour se poser au milieu d'un marais. Mourad, surpris, ne put que suivre la décision prise et envisagea un lieu d'atterrissage en terre ferme aux abords du lac. Les grues cendrées passèrent la nuit, régénérant leurs forces en vue d'une prochaine étape. Au point du jour, on perçut les premières manifestations des voyageuses s'ébrouant sur un des îlots. S'ensuivirent d'étranges conciliabules suscitant une animosité chez certaines, sans doute en désaccord sur les options de vol. La luminosité marquée en ce début de matinée sur cet espace à découvert pourrait les exposer aux prédateurs. Il n'était plus temps de tergiverser, fit des chamailleries et autres disputes. Après un court silence,
Comme un rituel fédérateur, les grands oiseaux prirent leur envol à l'unisson. Les chemins de Mourad et de ses chères compagnes de voyage allaient diverger. C'est avec une vive émotion qu'il les contempla s'éloigner plus au nord vers leur terre natale. Esselé, désorienté aux abords de la cité, il lui faudrait affronter sa destinée. Immergé au cœur de la ville, la clémence du climat en cette fin d'hiver, les rencontres et les regroupements de concitoyens, la solidarité des communautés, les petits boulots de passage, l'animation des quartiers grouillants de touristes dépensiers, tout contribuait à conforter Mourad dans sa détermination. Des associations à l'écoute des plus démunis subvenaient à leurs besoins essentiels. Le gîte et le couvert étaient assurés. Il vécut ainsi, dans cet état d'insouciance et de tolérance, une vie de clandestin faite d'opportunités. Puis survint la fin de l'été. L'affluence touristique vers ces sites remarquables allait s'amenuisant, les moyens de subsistance s'en ressentirent. L'exposition prit le pas sur l'anonymat des ruées estivales. Les conditions climatiques plus austères, le départ de certains des leurs firent basculer le moral de Mourad. Jusqu'alors, l'illusion toujours ravivée de cet Eldorado fit place au désenchantement. Il dut se rendre à l'évidence. Une nouvelle vie d'errance serait son quotidien. Les petits boulots se faisaient rares. L'afflux d'immigrés en situation irrégulière poussait les autorités à une plus grande fermeté. Sa situation précaire laissait augurer un avenir incertain. L'on n'était plus en lieu sûr. Pour chasser, on filait de planque en planque, tous les sens en éveil à l'affût du moindre indice. Se faire discret, feindre, ruser. Tel était le quotidien de Mourad. Qu'attendre d'autre de ce monde? Alors, par-delà les cimes de la Sierra, au soir couchant, Mourad, le regard désabusé, se mit à attendre le passage des grands échassiers gris, cinglant plein sud, vers des ciels toujours bleus. Vous venez d'entendre les nouvelles La Dame du Kordofan et Le merveilleux voyage de Mourad de Jean-Pierre Sombrin, extraites de son recueil auto-édité en 2025, Nouvelles histoires à plumes, à poil, à piquant et autres habillages, coécrit avec Martine Sombrin-Ténière. Vous pouvez vous procurer ce livre ainsi que son autre recueil, Petites histoires des 4 saisons aux couleurs du temps, également coécrit avec Martine Sombrin-Ténière et illustré par Jean-Claude Allard à la librairie Marbeau et à la Maison de la Presse du Clos Chassin à Périgueux. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous souhaitez me recommander des autrices et auteurs locaux et contemporains, vous pouvez contacter RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou laisser un message au 05 53 46 80 24 en précisant le nom de l'émission, Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.